Ces images ont été tournées dans la banlieue de Damas, dans une enclave rebelle, pilonnée jour après jour par l'armée syrienne. Les raids aériens qui se sont poursuivis aujourd'hui ont fait plus d'une centaine de morts dans ce secteur de la Ghouta orientale. Bachar al-Assad semble déterminé à reprendre la main en Syrie par tous les moyens, quitte à négocier un accord avec d'anciens ennemis. Le dictateur vient d'envoyer des troupes pour épauler militairement les combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Depuis le début de la guerre, ils y contrôlent la région d'Afrin. Mais cette enclave kurde, devenue autonome, est bombardée depuis un mois par la Turquie voisine. Cet après-midi, Ankara aurait même pilonné les forces pro-Assad arrivées sur place. Le président turc veut faire tomber Afrin, qu'il considère comme un repère de terroristes kurdes. Il faut faire quelques préparatifs sur le terrain. Le siège du centre-ville d'Afrin commencera rapidement, dans les prochains jours. Baptisé Rameau d'Olivier, l'offensive militaire du président Erdogan et les pertes civiles sont dénoncées en Europe depuis plusieurs semaines. Alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique, les Kurdes se sentent floués. On a combattu le Daesh pendant 3 ans, 4 ans et on a libéré toutes les villes de Rojava. On a donné beaucoup de gens pour cette cause. Un sentiment d'abandon face à l'offensive turque qui explique ce revirement d'alliance, ce rapprochement des Kurdes avec Bachar al-Assad. Alors, entre les enjeux géopolitiques et les accords de circonstances, faut-il craindre ce soir une escalade militaire entre Damas et Ankara? L'autonomie acquise par les Kurdes de Syrie peut-elle voler en éclats? On va voir ces questions avec vous, Ziad Majed. Bonsoir, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris et vous considérez que le régime de Bachar el-Assad a négocié un accord presque humiliant pour les Kurdes qui doivent se plier à la volonté de Damas. Les Kurdes risquent d'être les grands perdants de l'histoire, une fois de plus, pourrait-on rajouter. Selçuk Demir, bonsoir, vous êtes avocat, président de l'Alliance des juristes franco-turcs. Vous êtes le conseiller juridique du consulat de Turquie. Vous estimez que la Turquie ne s'en prend pas aux Kurdes au sens de la population kurde, mais à une organisation terroriste, le PYD, qui se trouve aujourd'hui à la frontière syro-turque. Son intervention, l'intervention des Turcs en Syrie, est donc, de votre avis, de votre point de vue, parfaitement légitime. Et Marie Pelletier, bonsoir, historienne, chercheuse et enseignante à Bruxelles. Selon vous, le grabuge entre les Turcs et les Kurdes, c'est plus qu'un grabuge, hein, là on est dans les bombardements, est une occasion pour Bachar el-Assad de reprendre la main sur une partie de son territoire. On démarre avec une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Oui, qui voudrait savoir quel rapport le dirigeant syrien, donc Bachar el-Assad, avait-il avec les Kurdes avant la guerre. Ziad Majed, est-ce que les Kurdes et Damas ont déjà collaboré par le passé, avant la guerre, mais aussi depuis le début du conflit? Oui, si vous permettez, très rapidement, entre 1958 et le début des années 80, la relation entre Damas et les Kurdes était toujours une relation d'oppression des Kurdes. Il y avait des centaines de milliers de Kurdes d'ailleurs qui n'avaient pas les papiers syriens, les documents syriens, et les droits culturels n'étaient pas autorisés, le Newrouz n'était pas célébré. Puis le Assad père a manipulé, a instrumentalisé le PKK kurde contre la Turquie. Et quand il y a eu la réconciliation, notamment avec Bachar al-Assad et la Turquie, les Kurdes étaient de nouveau sous pression. Puis depuis 2011, il y a eu des échanges d'intérêts. Il y a eu parfois des alliances objectives entre Bachar al-Assad et les Kurdes. Notamment pendant Alep, pendant le siège d'Alep, par exemple, les milices kurdes ont joué un rôle plutôt pro-régime. De l'autre côté, et non loin de Afrin, les deux villages de Nabl Zahra, qui sont pro-régime et qui étaient assiégés par l'opposition, ils trouvaient toujours un ravitaillement du côté des milices kurdes. Et maintenant, il y a de nouveau une volonté des deux de trouver un accord, un compromis pour arrêter l'opération militaire turque qui risque d'ajouter un nouveau paramètre à ce conflit syrien sans fin. Et à cette confusion et à ce conflit sans fin. Alors, on va démarrer avec un chiffre, le chiffre du jour, le Vincent. Chiffre 6, ça fait 6 ans que les Kurdes de Syrie ont installé une administration autonome à Afrin. Alors, Selçuk Demir, est-ce que la crainte d'Erdogan n'est pas finalement une fusion des Kurdes syriens? Et est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils s'attaquent aujourd'hui à cette zone d'Afrin? Alors d'abord, les Kurdes de Syrie ne représentent pas un bloc monolithique. Non. On ne peut pas considérer que les YPG représentent l'ensemble des Kurdes de Syrie. Ce serait une erreur stratégique, à mon avis, fondamentale, que font beaucoup de médias, notamment occidentaux. Les Kurdes ne sont pas représentés par le YPG. Le YPG représente une certaine partie des Kurdes. Oui, mais et coltine avec le PKK, qui est une organisation terroriste
reconnu comme tel par Ankara, mais également l'Union européenne et les États-Unis, c'est important. Cette jonction. Et à ce titre, la Turquie, me semble-t-il, veut éclaircir le débat et tente d'expliquer à la communauté internationale qui ne l'entend pas beaucoup que justement, elle ne bombarde pas les Kurdes, mais seulement une organisation terroriste qui est le pays. Et alors, quel est le but de guerre? C'est reprendre cette zone? Comment? Le but de guerre, c'est quoi? C'est reprendre cette zone? Non, le but de guerre, c'est d'assurer la sécurité du territoire turc, parce que le YPG-PKK est une organisation qui, depuis 40 ans, organise des attentats sur le sol turc. Il y a eu plus de 40 000 morts en 40 ans. Donc l'objectif d'Ankara, c'est d'abord et avant tout d'assurer la sauvegarde des intérêts. Mais comment la Turquie et peut faire la différence comment la Turquie peut faire la différence quand elle bombarde entre ce que vous décrivez, entre les bons Kurdes et les mauvais Kurdes? Alors, il n'y a pas de bons Kurdes ou de mauvais Kurdes. Il y a surtout un certain nombre de combattants du YPG qui eux-mêmes bombardent en ce moment le territoire turc à partir d'Afrin. Il y a des roquettes qui sont lancées, notamment sur la ville de Kilis, et des civils turcs qui décèdent tous les jours. On en parle très très peu. Donc l'armée turque essaie en effet des civils kurdes de faire la différence et d'éviter le maximum de dégâts, notamment concernant les civils. La situation est très complexe, mais il faut reconnaître à la Turquie son désir d'assurer sa légitime défense, conformément notamment à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Est-ce qu'on pourrait revenir, Marie Pelletier, sur un petit point de sémantique quand les opposants, que ce soit les opposants de Bachar el-Assad ou les opposants de M. Erdogan, sont systématiquement traités de terroristes? Sont-ils toujours des terroristes ou est-ce que c'est un vocable pratique? Mais c'est très frappant, en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle terminologique, de voir que, en fait, la lutte contre le terrorisme est devenue aussi un alibi d'une lutte politique plus générale. Et c'est ce qu'on disait à l'instant, comment faire la différence entre vraiment des groupes terroristes qui menacent effectivement la sécurité et puis les civils qui sont au milieu. Et puis, à partir de quand on est dans du terrorisme, à partir de quand on est dans de la lutte armée, enfin toutes ces frontières ne sont quand même pas si évidentes. À partir de quand dans une opposition politique? Et une opposition politique. Et c'est vrai que c'est assez frappant au niveau de la sémantique. Chaque acteur prétend vouloir rétablir la sécurité, chaque acteur prétend être dans une position de légitime défense, chaque acteur prétend lutter pour le terrorisme, chaque acteur prétend lutter pour la paix. Et en fait, on s'attaque mutuellement. Donc on voit qu'on est quand même au bout d'un discours, quoi. Et à première vue, en plus, il n'y a que deux acteurs, les Turcs et les Kurdes de Syrie. Mais est-ce que c'est un conflit régional, Ziad Majed, ou est-ce que c'est plus largement un terrain de guerre pour les grandes puissances qui se passent à Afrin? Malheureusement, le conflit syrien n'est plus géré aujourd'hui par les acteurs syriens. C'est devenu un échiquier. D'un côté, il y a des forces régionales, d'autre part, il y a des interventions internationales. Au moment même où on parle, il y a des massacres qui sont commis par le régime Assad et les Russes dans la route de Damas, assiégée et affamée depuis octobre 2013. En 3 mois, on parle de centaines de morts et de milliers de blessés. On a vu récemment les développements dans le sud de la Syrie entre Israël et l'Iran. Et il y a en même temps des messages entre Russes et Américains à l'est du pays. Et finalement, la Turquie intervient directement, sans légitimité au niveau juridique, au niveau du droit international, pour attaquer une milice kurde, qui, d'autre part, cette milice kurde est accusée par des Syriens d'avoir aussi commis des crimes de guerre ou d'avoir déplacé des populations arabes. Mais cela ne donne de toute façon pas une légitimité à l'intervention militaire turque, qui règle des comptes qui vont au-delà de la scène syrienne, qui sont des comptes internes. Il y a un conflit depuis très longtemps entre le gouvernement turc et une grande partie de la population kurde de Turquie. Et évidemment, avec le conflit syrien, les relations entre Kurdes syriens et Kurdes turcs, mais aussi Kurdes irakiens et parfois Kurdes iraniens, commencent à apparaître. Donc il y a toute une dynamique qui a changé dans le Kurdistan, que les Turcs ne souhaitent pas voir se développer et prendre une consistance, voire une autonomie politique. Attendez, Selçuk Demir, vous vouliez réagir? On ne peut pas généraliser les choses comme ça. Sur les quasi 4 millions de réfugiés qu'il y a en Turquie, plus de 500 000 venant de Syrie, plus de 500 000 sont des Kurdes. Et on parle des civils depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'au-delà des débats de la sémantique, il y a aussi la réalité du terrain. Et les réfugiés qui vivent aujourd'hui en Turquie ont aussi vocation un jour à regagner leur territoire. Sauf que le YPG, depuis des années, a opéré des opérations de nettoyage ethnique. C'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International. Et les Kurdes qui vivent en Turquie, qui sont réfugiés en Turquie, de même que les Arabes, ont aussi le droit de regagner leur territoire, qui ont été complètement nettoyés par l'action
des terroristes et du YPG. Il faut aussi, me semble-t-il, le dire. Bon. En tout cas, cette opération turque, il ne plaît pas à Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain. Il l'a dit, c'était le 13 février à Kuwait City. On le regarde. Concernant la situation à Afrin, elle nous a détournés de notre combat pour vaincre Daesh dans l'est de la Syrie. Au vu de la déviation des forces vers Afrin, nous sommes en discussion avec notre allié de l'OTAN, la Turquie. Il est important qu'il soit conscient des effets que cela a sur notre principale mission, à savoir la défaite de Daesh. Marie Pelletier, la Turquie et l'Amérique font partie de la même alliance militaire. Rappelez-nous son nom. L'OTAN. Est-ce que les Américains craignent d'avoir à affronter les Turcs, puisque les Américains aident certains Kurdes passés d'Afrin, mais non loin de là, et si le conflit monte, il pourrait y avoir des affrontements directs entre les deux puissances? Moi, je ne sais pas ce que les Américains craignent. Je ne rentre pas dans cette espèce de posture géopolitique où j'essaye de deviner les intentions des puissants, parce que je trouve que c'est toujours compliqué, et puis surtout, je trouve que ce n'est pas mon rôle ni ma compétence. Mais en tout cas, on voit effectivement qu'on a, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a un investissement on a en tout cas une possibilité d'escalade entre des forces qui ont des intérêts à la fois opposés et en même temps qui sont capables de s'entendre aussi à certains moments quand leurs intérêts convergent. Et je trouve que c'est ça toute la complexité de la situation. C'est qu'on ne sait plus très bien, à long terme, qui tient avec qui, quels sont les acteurs fiables ou qui vont tenir une alliance qui tient la route. Les Kurdes de Syrie sont avec Bachar el-Assad. Certains Kurdes sont aidés par les Américains, qui sont attaqués par les Turcs, qui sont les alliés des Américains. Voilà, ça devient un peu inextricable. C'est-à-dire, chaque acteur essaye de profiter d'une situation de chaos avec une administration américaine imprévisible, avec un Obama qui a laissé faire des massacres en Syrie sans réagir, bien qu'il avait émis des lignes rouges, et qui a finalement décidé d'appuyer, de soutenir les milices kurdes dans la guerre contre Daesh, contre le gré et contre l'accord de beaucoup d'opposants syriens qui considéraient qu'ils étaient plus légitimes dans la guerre contre Daesh, puisque cette guerre-là s'est déroulée sur des territoires habités par des populations arabes qui ont été chassées parfois par les milices kurdes. Donc les Kurdes de leur côté considèrent, ou je parle de leur force politique, et le PYD est un des forces politiques majeures du côté kurde, considèrent que c'était une opportunité pour pouvoir construire une autonomie. Ils ont essayé de jouer les Russes contre les Américains, puis les Américains contre les Russes, et finalement la Russie essaye de les pousser aujourd'hui, sous la pression turque, à aller chercher une alliance avec Bachar el-Assad. Évidemment, le gouvernement turc ne va pas approuver cela et va créer aussi des difficultés pour que les forces pro-régime arrivent. Et la Russie coopère avec la Turquie par rapport à certaines régions du pays. Elle voulait attirer la Turquie, qui était en colère contre les Américains suite à la tentative du coup d'État en Turquie même, et puis avec la gestion américaine du dossier kurde Daesh. Donc chacun essaie de profiter d'un chaos au moment où la question centrale en Syrie reste un régime qui massacre une population civile, qui est appuyé par la Russie, par l'Iran, et on le voit en ce moment dans la banlieue de Damas. Dans la banlieue de Damas, à Idlib avant, à Alep avant. Et puis il y a des conflits qui s'ajoutent à cette configuration initiale, c'est-à-dire le conflit entre Turcs et milices kurdes, c'est-à-dire le conflit entre Israéliens et Iraniens qui peut se développer, et l'enjeu américain-russe sur certaines zones du pays. Alors on va revenir juste un instant sur les Kurdes qui ont été nimbés pendant longtemps de toutes les qualités, une vision assez romantique, l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, la bravoure au combat. On fait un petit bilan, Nadia, sur cette héroïsation des Kurdes. Oui, c'est ça, et on entend souvent qu'en combattant l'État islamique, les Kurdes ont fait le sale boulot, mais on peut néanmoins se demander s'ils ont les mains propres, s'ils ont été irréprochables sur le terrain. En Syrie, il semble bien que non, puisque déjà sur le terrain de la guerre des images, quand on observe les comptes pro-kurdes sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils n'hésitent pas à diffuser des fausses informations, des fausses photographies qui ajoutent à la confusion générale, comme cette photo, par exemple, qui circule beaucoup, qui est accompagnée du hashtag Stop au génocide d'Afrin, qui est censé montrer des enfants kurdes sous les bombes turques, alors qu'il s'agit d'une photo qui a été prise au Yémen en 2015. Donc il y a aussi de la propagande de ce côté-là. Et beaucoup plus grave, vous l'évoquiez, Chelchuk Demir, les forces kurdes syriennes se seraient rendues coupables d'exactions en 2015 et en 2016, d'après des rapports d'ONG, notamment Amnesty International, quand ils ont mis en place
place cette fameuse zone autonome au nord de la Syrie. Ils ont délogé les djihadistes, certes, mais ils auraient aussi nettoyé des villages, c'est-à-dire détruit des maisons, déplacé de force des populations non kurdes. Et ce sont des rapports qui sont étayés par des cartes satellites, par des témoignages qui ont été recueillis sur place, et que les forces kurdes, elles, réfutent. Chez le Chuk Demir, sans tomber dans qui sont les méchants, qui sont les gentils. On voit bien que c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affrontement interethnique aujourd'hui entre les Kurdes et les Syriens non kurdes, comme on l'a observé à ce moment-là? En tout cas, ces images et les informations que vous venez de donner donnent, à mon sens, une pleine légitimité à l'intervention turque en Syrie. Pendant des mois et des mois, vous avez été, vous y compris les médias occidentaux, dans ce piège du romantisme kurde qui consistait à penser que les YPG étaient le nouveau rempart. Ils ont quand même aidé à libérer Kobané, Raqqa, ils ont chassé peut-être, mais ça reste quand même une organisation, terroriste reconnue comme telle, notamment par l'Union européenne et a fortiori la France. Et surtout, Amnesty International, depuis 2 ans, crie partout qu'il y a de l'épuration ethnique, qu'il y a des déplacements forcés de population, qu'il y a des recrutements forcés notamment de jeunes mineurs au sein de l'armée du YPG. Tout ça, on le dit maintenant, mais il aurait peut-être fallu le dire il y a 2 ou 3 ans, quand notamment la Turquie le criait partout et qu'elle a été si peu entendue. Oui, mais c'est-à-dire, il faut excuse-moi Marie Pelletier, c'est juste que, oui, on sait qu'il y a eu tout cela, on le répète depuis très longtemps, même quand l'orientalisme ici fonctionnait, parce que les femmes non voilées combattaient des djihadistes, on applaudissait, ce qui révélait aussi non seulement une islam... Oui, bien sûr, mais l'armée syrienne libre aurait pu les mener, et s'il n'y a pas eu l'aviation américaine, de toute façon, Daesh ne serait pas délogé ni de Kobani, ni de Raqqa. Outre l'intervention turque, c'est pour Daesh. Oui, mais c'est surtout l'aviation américaine. Et donc, il y a eu une approche orientaliste, romantique par rapport aux milices combattantes kurdes. Mais cela étant dit, néanmoins, on ne peut pas justifier au niveau du droit international une intervention militaire turque aujourd'hui, d'un côté. De l'autre, la propagande, tout le monde l'utilise, y compris le gouvernement turc. Et en plus, il y a également des rapports des organisations de droits de l'homme sur des violations des droits de l'homme dans le sud-est de la Turquie, dans les villages kurdes. Donc, malheureusement, cela fait partie aujourd'hui des opérations militaires. Et il ne faut pas accepter ça en disant malheureusement par réalisme. Oui. Non, l'impunité ne doit pas régner en Syrie. Il y a des criminels. Il y a le criminel numéro 1 qui reste le régime syrien. Et puis, il y a d'autres criminels qui ont émergé également dans ce conflit. Je vais juste rebondir, j'essaye de prendre... Et après, c'est le Chuk Demir. Non, mais c'est parce que je trouve qu'effectivement, ici, on a beaucoup d'éléments. J'étudie beaucoup la question du récit autour du conflit syrien. On a beaucoup d'éléments qui sont effectivement importants comme clé de compréhension. La Syrie, c'est un miroir de projection des peurs et des fantasmes et des obsessions de l'opinion publique occidentale. D'évoquer l'orientalisme. Exactement. Mais donc, sur les Kurdes. C'est tout à fait juste. Donc, il y a à la fois une projection sur les Kurdes parce qu'ils correspondent plus à nos critères, on va dire, que l'arabe sunnite. Mais il y a on va parler clairement. Non aussi, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voyait dans le petit montage qui était montré le fait que, effectivement, les Kurdes ont utilisé à un moment donné, enfin, certains activistes kurdes ont utilisé des images falsifiées, etc. Tous les camps ont fait ça en Syrie. C'est-à-dire qu'on est dans une bataille de l'information. Très intéressant aussi que cette image que vous montriez a été associée au mot génocide. Très intéressant de voir qu'à peu près tous les groupes veulent revendiquer d'être victimes d'un génocide. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement dépolitisant. On est dans une guerre de symboles. Et là, je rejoins tout à fait Ziad Majed, c'est qu'il faut absolument remettre la principale logique d'oppression à l'œuvre en Syrie pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas multiple, l'oppression. C'est quoi? Mais c'est le régime, c'est le régime d'Assad qui a déclenché la guerre. C'est lui qui est responsable de la majorité des morts civiles. 91% des morts civiles sont tués sous les bombes du régime Assad et de ses alliés. Et c'est ça qu'il faut redire et remettre les droits humains au centre pour tous. C'est le Chuk Demir, vous vouliez commenter? Alors, je partage évidemment l'avis de chacun sur ce plateau concernant la responsabilité d'Assad. Assad qui d'ailleurs dès le départ a été dénoncé par le régime d'Erdogan. Et concernant les responsabilités partagées côté turc et côté turc? En tout cas, Erdogan a été un des premiers à s'offusquer dès le départ des exactions d'Assad contre son peuple. Et là-dessus, si on l'avait un peu plus écouté, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce que je veux dire également, c'est que quand les Américains sont intervenus en Afghanistan après le 11 septembre, on a trouvé l'intervention légitime. Quand les Français interviennent au Mali pour lutter contre le terrorisme islamiste, on trouve également ça très légitime. Mais quand il s'agit de la Turquie qui lutte contre les groupes terroristes qui menacent sa frontière
Là, par contre, on trouve ça moins légitime. Je trouve qu'il y a un double discours là-dessus qui est assez insupportable. Alors, on va voir ce qu'il en est du côté de la Ligue arabe, avec le portrait d'Ahmed Aboulgate, secrétaire général égyptien de cette Ligue arabe. Portrait par Thibaut Nolte. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Si la guerre en Syrie a peu mobilisé la Ligue arabe, son secrétaire général critique l'offensive turque contre les Kurdes. Alors, faut-il encourager Ahmed Aboulgate? Ahmed Aboulgate est égyptien et dirige la Ligue arabe depuis 2016, ce vaste club de 22 pays étiré de l'Atlantique au Golfe qui parvient à se mettre d'accord sur à peu près rien. Mais dimanche, Ahmed a appelé la Turquie à tempérer ses ardeurs militaires en Syrie. Ahmed, les Kurdes. Mais Vlut, tu es en colère. Je t'offre l'intégrale DVD de Max Pécasse. Ne dis rien, regarde et profite. Lors d'un sommet en mars dernier, auquel le boucher de Damas n'était pas convié, Ahmed s'agaçait déjà que d'autres puissances non arabes décident du destin syrien. C'est vrai, la plus grande crise régionale de l'histoire moderne n'émeut pas les foules de sa Ligue de D2. Et la Syrie, messieurs? Non, moi j'ai piscine. Moi j'ai les enfants ce week-end. Hein. Et moi je voudrais voir Embraille Bidas, ça fume, le DVD que tu m'as offert de Max Pécasse. Ahmed n'a pas toujours été aussi confraternel. Ministre de Moubarak, il avait changé de tranchée au début des printemps arabes et dépeint l'ancien Raïs ainsi, un homme à l'âge avancé dont la détermination et la concentration s'érodaient avec le passage des années. Moubarak, il était gâteux. Il s'enfermait dans son bureau pour mater des DVD de Max Pécasse. Max Pécasse. La Chouma. Mais Ahmed ne suit pas toujours le vent. Diplomate, il avait participé aux accords de paix israélo-égyptiens de Camp David en 1978 et avait pu se montrer moins conciliant avec le Hamas ou l'émir du Qatar qu'avec l'État hébreu. Avant-hier, il a qualifié le système arabe de désintégré et l'intervention turque de désastre. La Ligue a encore quelques vertus. Merci Thibaut Nolte. Vincent. Ziad Majed, donc, le secrétaire général de la Ligue arabe est intervenu ce week-end pour dénoncer l'intervention turque. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, mais sinon, à quoi sert cette Ligue et que font les voisins? Depuis très longtemps, cette Ligue ne sert plus à rien que la forme, si vous voulez. Et Ahmed Aboulgate est le secrétaire général de la contre-révolution arabe. C'était un des piliers du régime de Moubarak qui a été balayé par une révolution avant que la contre-révolution menée par Sisi ne le remporte. Et la Ligue arabe aussi représente des gouvernements arabes 22. Qui sont en leur majorité non élus, qui sont des régimes à la fois autoritaires, contre la volonté d'une grande partie de leur population, et qui sont dans des conflits internes, dans des rivalités. On le voit rien à attendre de la Ligue arabe. Je pense qu'il ne faut rien attendre de la Ligue arabe. Et l'espoir des révolutions arabes, c'était aussi de balayer cet ordre, ce système. Mais malheureusement, entre la contre-révolution, entre la passivité de la communauté internationale et entre les fractures dans les sociétés arabes et les clivages qui existent, tout a été paralysé. Et elle est de retour comme une momie. Au détriment des civils syriens. Au détriment des civils syriens, yéménites, libyens et autres, mais surtout syriens au niveau de la masse des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis là-bas. Et en plus, l'ordre est revenu avec une momie qui est M. Aboulgate et qui est cette Ligue arabe sans rôle et sans prérogative d'ailleurs d'intervenir et d'imposer au moins un cessez-le-feu dans la Ghouta ou dans d'autres régions. Merci. Ziad Majed, et merci à tous les trois. C'est la fin de ce débat.